Harlem's Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Comme ces rancœurs irrésolues qui jamais ne s'éteignent, le dossier du Brexit a réveillé les tourments de la guerre civile. Avertissement d'autant plus funeste que les contextes de resserrement économique et la crise systémique du néo-capitalisme, amplifiée par la zoonose de la Covid et là pour nous le rappeler, sont vecteurs de nombreuses violences sociales et politiques. Les tressaillements passés de l'histoire d'un peuple servent le récit de crise politique en cours dans le présent. Les récurrences d'une configuration sociale et économique réactivent les schèmes d'une mémoire musculaire de l'histoire, où les motifs, même les plus anachroniques, servent de ligne de tension et de catalyseur des enjeux de lutte et de domination. Ainsi, dans cette instabilité inhabituelle du Royaume-Uni contemporain, et cette surabondance médiatique hystérique, où se chevauchent la mort de la reine, les scandales d'État, les débats interminables sur un Brexit tout aussi interminable, et les opinions polarisées de tous sens, on comprend la volonté de l'artiste de ramasser les morceaux, dans le but peut-être de recomposer une image, un récit, de réinjecter du sens au centre des débats nationaux, et de remettre les véritables sujets d'importance au milieu de la table. Si le réalisateur britannique Kenneth Branagh a déjà tenté l'expérience sans grande subtilité, en choisissant le registre expressionniste avec Belfast il y a 2 ans, le londonien Martin McDonagh, issu d'une famille modeste, a choisi quant à lui de s'en remettre à un registre d'expression populaire, dans la plus pure tradition du folklore celte et anglais, le conte satirique et merveilleux, qui de Shakespeare à Samuel Beckett, en passant par Jonathan Swift ou Oscar Wilde, a fait les beaux jours des territoires d'outre-Manche. En isolant ses personnages sur l'île fictive d'Inisherin, au large de l'Irlande, le réalisateur fait le choix d'épurer son arrière-plan, de le fondre tant bien formellement qu'intellectuellement à l'horizon. Le devant de la scène est occupé par une gamme restreinte de personnages facilement identifiables, par leur tempérament et la place qu'ils occupent à l'intérieur de la microcité, dans une réalité quasiment asociologique où les intérêts s'effacent au profit des leviers psychologiques proprement sociaux. L'absence d'indices historiques marquants à l'écran sert le registre du discours merveilleux, que McDonagh manipule avec brio. Le merveilleux est un lieu d'apparition et de disparition, un lieu où le réel s'exfiltre par une voie et s'en retourne d'une autre, un espace meuble où le jeu des conventions surnaturelles raccommode des réalités en fuite dans une fiction révélatrice. McDonagh se sert de la suspension consentie de l'incrédulité, qui accompagne le merveilleux, pour vider Inisherin de son décorum, et pour lui greffer un environnement unique, la guerre civile irlandaise. Par ce réductionnisme historique, où les personnages semblent exclus de la seule réalité historique qui vaille, à l'exception de quelques indices dialogiques, McDonagh parvient à insinuer la réalité allégorique de ces personnages dans l'économie du récit, et par extension, de réduire la complexité des enjeux politiques et religieux de la guerre civile irlandaise à la forme la plus élémentaire de la psychologie et de la mécanique des relations humaines. Cette démarche n'est pas sans rappeler la République de Platon et le processus dialectique de la psychopolitique. Partant de la prémisse que la réalité d'une cité est vague et complexe, et qu'une cité est par essence composée d'hommes, le Socrate de Platon entend esquisser la cité idéale à partir des états de la conscience humaine. Socrate, concevant la cité comme l'extension de l'homme, et ainsi de la conscience et des passions humaines, connaître l'un de ces sujets revient à connaître le second, et vice-versa, dans une forme de réflexion logique et empirique. Les Banshees d'Inisherin usent du même processus dialectique qu'il réinvestit dans son esthétique, pour rendre la lecture d'un conflit politico-religieux retorse et complexe, au point que d'après le personnage de Colm Doherty, personne n'y comprenne plus rien, accessible grâce au point de vue allégorique d'une relation humaine, pas plus simpliste, mais à la portée de toutes les compréhensions, et préoccupé finalement des réelles motivations de la vie en collectif, une existence meilleure, plus heureuse, plus saine, plus tendre, plus intelligente, préoccupation plus concrète que des idéologies rendues abstraites et illisibles par des conflits interminables. De là découle une tentative de formulation des problématiques de la guerre civile en termes relationnels, dans une expérience quasi didactique où il s'agit d'observer les conséquences d'une divergence des états de conscience et des passions humaines.
Car l'amitié est un état de fait qui ne se décrète pas. Tout comme une paix entre les peuples, ou au sein du peuple lui-même, elle est une étendue physique et mentale habitée, entretenue, un lieu où les antagonismes ménagent un espace commun positif et sécurisant. La rupture métaphysique entamée par Colm et motivée par ses troubles existentiels, consomme sa séparation d'un monde de l'impermanence qu'il juge fin et voué à l'oubli. Rendu à l'abstraction intellectuelle pour échapper à la concupiscence, dans un sentiment de nécessité de progrès moral, Colm s'arrache radicalement aux préoccupations terrestres, quitte à nourrir la dissension jusqu'au mépris de ses semblables. Ce fossé creusé dans les deux univers du drame, entre l'idéal quasi-platonicien du monde des idées et les intérêts modestes des paysans d'Inisherin, est moteur de la brouille entre les deux personnages, mais aussi la raison de la présence de la Banshee, figure à mi-chemin entre le matériel et l'immatériel, la preuve du lien évident entre le monde terrestre et le royaume de l'au-delà. Dans une symbolique proche de celle de Babel, les considérations terrestres rattrapent l'ascèse vaniteuse de Colm, qui se voudrait intellectuel hors sol à l'image des dogmes religieux abscons, entretenus par la guerre des idéologies catholiques et protestantes. Si l'élévation morale et intellectuelle est nécessaire et estimable sur bien des points, et Colm parvient d'ailleurs à bonifier Pédraïque dans sa réflexion, la coupure définitive sur Terre entre le corps et l'esprit est une action déifique inaccessible à la figure humaine. Comprendre par là aussi à la société humaine tout entière, qui, en suivant cette voie immodeste, ne récolte que l'échec et la punition. Que la grille de lecture soit religieuse ou matérielle, la condition de l'homme se situe entre l'animal et l'infini, comme l'île modeste d'Inisherin doit le leur rappeler sans cesse. Certes, l'homme est capable d'intellection, qui le rapproche de la connaissance des formes intelligibles, et insinue un certain progrès de la société, mais il possède aussi une qualité qui sur cette terre lui est propre, l'éthique. Qu'elle soit rendue possible par nos capacités émotionnelles ou intellectuelles, sûrement les deux à la fois, l'éthique est sans doute la qualité la plus socialisante de l'être humain. Cette capacité à s'arracher à son individualisme, à concevoir collectivement, à considérer les conséquences de ses actes et à s'amputer d'une partie de soi pour l'intérêt du vivre ensemble, a permis et permet la vie en société dans son aspect le plus libérateur. Tel un Icare s'élançant de la Wild Wild irlandaise, Colm ambitionne à perte son rêve individualiste construit sur le mépris. Son automutilation est une illustration grinçante de cette coupure physique et mentale, la main, celle de l'échange, celle du partage, celle du respect, de la paix, mais aussi du travail vital. Colm s'efface comme un désespéré, comme un nihiliste, avec son imaginaire et son talent d'utilité publique, qu'à défaut de comprendre, Pédraïque peut ressentir et cherche par tous les moyens de préserver. Derrière la personnification du brave type se révèle l'indispensable force de l'intelligence collective. Si des boussoles, des phares, des guides intellectuels et moraux ont le pouvoir de transfigurer la société, c'est aussi à la force du nombre de s'en emparer, de mettre cette énergie en mouvement et en acte. Immergé dans le concret, Pédraïque possède une force morale authentique, une modestie de cœur et d'esprit qui ramène peut-être à une forme essentielle de la relation humaine. Cette éthique du concret, que les personnages nomment gentillesse, à coup sûr ne fera pas l'histoire. Elle n'est pas marquante comme un concerto de Mozart, une symphonie de Beethoven. Cependant, la gentillesse reste. Elle fait ses grands travaux dans l'ombre, alimentée d'une inclinaison naturelle à tendre vers autrui. Cette propension naturelle à l'empathie est le mur porteur de la société. Détruire ce mur, c'est entrer dans le processus de guerre civile, prendre le risque de la relancer ou de la perpétuer. Les logiques de discorde civile, alimentées par des pouvoirs en crise, entament le bon sens général jusqu'à disruption. La guerre civile consiste à reléguer l'intelligence populaire et collective au second rang, pour la transformer en masse informe, piquée et conduite comme un taureau d'arène. En construisant son récit autour d'une brouille entre copains, MacDonald met en lumière les étapes qui mènent à la catastrophe civile, où la mort du jeune Dominique, en mal de preuves concrètes de la bonté humaine, se change en métaphore de la vanité guerrière. Car dans de telles catastrophes, c'est toujours au même d'en payer le prix. Et ce qui est pratique avec la guerre civile,
c'est qu'elle dissipe une colère généralisée, sans bousculer les structures de classe et de domination. À la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent, puissance terrestre de la domination, ou spirituelle de l'implacable mort. Si Colm est impressionné par Pédraic après leur dispute au bar, c'est qu'il observe les effets de sa maïeutique. En colère, Pédraic sublime son sens moral en une véritable réflexion politique. Pédraic parvient à mobiliser ses aptitudes morales en vue d'un changement social, allant même jusqu'à dénoncer en public l'irresponsabilité paternelle de Pidar Carnet. Mais ce n'est qu'une lueur d'espoir. Le ver de la guerre civile est dans le fruit. La loi du talion est en place et avance au rythme de la vengeance personnelle. Sous les ruines, un constat subsiste. Le conflit est père de toute chose. Alors il faudra se battre. Au sein de la société, contre les puissants, cela est sûr. Contre la mort par la passion. Contre Colm, évidemment, autour d'une bière froide sous un plafond rustique tamisé. Et plutôt 2 fois qu'une. Mais aussi se battre contre soi-même, contre ses certitudes, contre ses désirs d'anéantissement, afin de sublimer ses violences internes, pour que d'une colère ne naisse plus le chaos de la guerre civile, mais un véritable projet de société.